Alors, ce soir, je reçois Madame Ghalia Djelloul, universitaire. Madame Ghalia Djelloul, marhaba bik. Alors, je vais citer votre titre. Il est très long. Oui. Ça veut dire que vous êtes une personnalité très importante à l'UCL. Ghalia Djelloul, sociologue et anthropologue, assistante à l'Université catholique de Louvain, spécialiste de l'islam et des études genre. Vous menez des recherches doctorales sur l'engagement politique des femmes dans l'Égypte post-Moubarak au sein du CISMOG. Le CISMOG, c'est le Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain. Bravo. Je suis arrivé. Alors, Madame Djelloul, vous venez de publier votre livre, le dernier livre, Parcours de féministes musulmanes belges. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi cette thématique ? Alors, ce livre, en fait, il est le fruit de mon travail de mémoire de master. Donc, c'est un petit livre. C'était pas une recherche aussi longue que peut l'être, par exemple, une thèse. Mais c'est quand même une enquête qui m'a pris 2 ans. Et c'était intéressant de pouvoir publier ces résultats parce que j'ai travaillé sur des récits de vie de femmes qui sont musulmanes, belges et militantes pour les droits des femmes dans différents types d'associations, dans différents types de structures. Et ces témoignages que j'ai recueillis, ils apportent vraiment un éclairage nouveau sur ces femmes, sur leur trajectoire et sur les raisons de leur mobilisation et de leur engagement et sur ce qu'elles demandent, leurs revendications. Et donc, c'était vraiment une super opportunité de pouvoir le publier pour amener voilà, un éclairage nouveau sur ces questions-là. Alors, le féminisme, on le connaît, donc il y a le féminisme universellement connu. Mais ici, on parle de féminisme musulman, de féministes musulmanes. C'est quoi la différence ? Alors, le féminisme, il peut paraître universel, et il l'a été évidemment dans ses premières aspirations, mais assez vite, à travers le monde, en fait, il a pris différentes formes selon les situations spécifiques des femmes dans les différentes sociétés où il a été mobilisé, et même dans les sociétés occidentales. On connaît par exemple le black féminisme, le féminisme chicana aux États-Unis. En fait, c'est des formes d'expression politique et des revendications qui sont liées à des situations où on n'est pas seulement mais vous venez de citer des exemples qui n'étaient pas liés à la religion. Oui, tout à fait. Dans notre cas, il y a une connotation religieuse qui est associée à ce féminisme. Exactement. Et dans notre cas, on se trouve dans la société. Ça arrive. Voilà. On se trouve dans la société belge, et dans cette société, il y a les femmes donc qui m'ont livré leur récit de vie. Elles se trouvent pas seulement face à de la domination masculine, dans le sens où elles se battent pour revendiquer leur droit au travail, leur droit à l'éducation, leur droit au choix en fait, au libre choix de leur vie et au libre arbitre, mais également à un ensemble de stigmatisations liées à leur religion et à leur religiosité ou à leur culture et tradition. Tout ça va un peu dans le même sac, et à travers leur parcours de vie, on comprend à quel point elles ont été assignées à des places en tant que femmes musulmanes, donc à la fois femmes et musulmanes. Par la société, par l'école en premier lieu. En fait, justement, et par leur milieu musulman. Par leur milieu musulman, elles ont été assignées à des places en tant que femmes, et par la société en général à une place de autres, parce que musulmanes, parce que descendantes d'immigrés musulmans, arabes, etc. Et donc en fait leur lutte à elles pour faire reconnaître leur liberté et leur émancipation, c'est vraiment de lutter contre ces différentes assignations. Et c'est pour ça que pour elles, leur féminisme et leur religion vont ensemble et qu'il n'y a pas de séparation à faire. Alors il y a des femmes qui luttent contre la domination religieuse, parfois même musulmane, oui, et d'autres femmes qui luttent contre la domination masculine, la domination de la société de manière générale. Dans notre cas, ces femmes, elles luttent contre... Quoi ? Exactement. Contre plusieurs choses, en fait. Elles luttent de toute façon à l'intérieur de leur communauté pour une relecture de ces sources, donc des sources musulmanes et de la place des femmes. Et donc pour qu'elles soient considérées à égalité avec les hommes et qu'elles ne soient pas spécialisées, elles, dans des tâches où que ces tâches-là soient déconsidérées. Le fait d'être mère, etc. Donc ça, c'est leur première lutte. Ensuite, il y a aussi une lutte en général envers la société pour pouvoir être des femmes musulmanes qui puissent accéder, pour pouvoir incarner différents rôles sociaux et pas seulement rester dans les marges de la société. Donc pour pouvoir être médecin, chercheuse, fonctionnaire, etc. pour pouvoir accéder à ces espaces où, parce qu'elles sont musulmanes et qu'elles l'affichent, elles ne peuvent pas y accéder. Donc elles ciblent, elles montrent comment spécifiquement en tant que femmes musulmanes, elles se revendiquent pleinement en étant musulmanes? Tout à fait. Oui, et c'est bien là la particularité. Parce qu'il y a d'autres femmes qui se sont émancipées de la religion et qui se définissent en tant que femmes laïques, athées. Eh bien, elles, justement... Est-ce que vous les avez aussi intégrées dans votre étude? Non, parce que mon panel, c'était vraiment de comprendre comment est-ce que ces femmes mêlaient leur compréhension de la religion et des femmes pratiquantes. Des droits, tout à fait, et des rapports hommes-femmes. Mais en fait, ce qu'il faut...
Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour elles, ça va ensemble et leur féminisme, il est inspiré de l'islam et il est inspiré du message d'égalité qu'il y a entre tous les êtres humains qu'il y a dans l'islam et qu'elles vont se référer à des figures internes aux sources et à la mythologie musulmane pour revendiquer l'autonomie financière, l'autonomie intellectuelle, politique, etc. Donc, elles ne séparent pas ces choses-là. Vraiment, elles essayent de créer quelque chose d'hybride. Alors, il y a deux phases de lutte. Une lutte interne et une lutte externe ou vis-à-vis de la société. Exactement. Alors, quelle lutte, ou bien, je ne sais pas, quelle lutte face à laquelle ils ont peut-être réussi à avoir des acquis? Alors, c'est compliqué parce qu'en fait, elles sont marginalisées dans tous les, tous les côtés. C'est ça. Justement, elles essayent de combiner des choses que la société met comme opposées et antagonistes. Mais évidemment, elles ont des stratégies différentes selon qu'elles luttent vers l'intérieur ou vers l'extérieur aussi. C'est pas la même manière de formuler leurs revendications ou de travailler. Est-ce qu'à l'intérieur de leur communauté, par exemple, ils sont, je sais pas, elles sont comprises ou pas? Pas beaucoup. Elles ont essayé à une certaine époque, à travers Femmes musulmanes de Belgique, de vraiment étendre ce mouvement à la Wallonie et la partie francophone de Belgique pour essayer d'avoir un mouvement de terrain. Mais ça n'a pas marché parce que ça semblait trop choquant ce qu'elles apportaient. Ça semblait Donnez-nous des exemples concrets, comme ça vous allez nous mettre vraiment Donc, l'idée, premièrement, c'est de revendiquer l'égalité absolue. Ça veut dire que le fait que les hommes soient les tuteurs des femmes, ce n'est pas possible. L'homme et la femme sont des croyants sur le même pied. En Belgique, on n'a pas besoin d'avoir un référent religieux pour arriver à cet acquis. C'est un droit, c'est normal ici en Belgique, en Occident de manière générale. Oui, mais ça c'est un droit théorique. Mais après, dans les pratiques communautaires, ces femmes, elles n'ont pas envie elles ont envie de perpétuer l'islam comme un héritage de leurs parents. Pour elles, c'est important, c'est quelque chose qu'elles ont reçu. Mais par contre, elles n'ont pas envie de vivre à côté de la société. Donc, elles veulent faire ce mélange-là. Elles sont opprimées au sein de leur communauté ou bien elles se sentent opprimées au sein de leur communauté? Soit elles en tant que femmes, soit l'ensemble des femmes. Toutes les femmes musulmanes ou une partie des femmes? Mais de manière générale, dans le féminisme, quand une femme est opprimée, toutes les femmes le sont parce que c'est à travers le rôle de femme ou la position de femme qu'on l'opprime. Donc, au-delà par exemple, des excisions et mariages forcés, au-delà de ça, je veux dire, il y a d'autres questions qui sont la polygamie, le divorce, donc, comme je disais, le fait d'avoir un tuteur, l'héritage, toutes ces questions-là, elles aimeraient qu'on arrive à une reconnaissance d'une égalité sur ces questions. Mais l'excision, je sais pas... Non, mais je donne juste comme ça des exemples pour dire au-delà de ces premiers stéréotypes qu'on a, quoi, sur excision et mariage forcé. Alors, évidemment, oui, elle existe encore, mais c'est ultra minoritaire, c'est pas ça la question, et on sait bien que c'est pas de l'islam, etc. Enfin, ça c'est une chose, mais c'est vraiment cette idée de faire évoluer les mentalités. Au-delà du cadre juridique, l'idée c'est de ne pas devoir se séparer de sa religion, de son héritage pour s'émanciper, mais de vraiment, à travers ça... Quand vous parlez de la communauté, c'est vraiment s'émanciper des hommes? Alors, de la domination masculine. Et justement, moi, ce que je trouve intéressant dans ce féminisme musulman, c'est qu'à aucun moment, elles ne sont vraiment... elles veulent en fait promouvoir cette égalité avec les hommes. Et l'utilisation de la figure de Mahomet, c'est vraiment cette idée que lui, c'était un homme qui respectait les femmes. Donc, on n'est pas contre les hommes, on veut que les hommes nous reconnaissent à plein pied comme égales. Et qui fait cette relecture du Coran? C'est finalement les hommes au sein de la religion musulmane, non? Eh bien non, dans le courant du féminisme islamique, c'est justement des femmes théologiennes, donc, dont Amina Wadud est une figure, c'est la figure qui incarne ça, c'est une théologienne afro-américaine, qui a écrit des livres où elle fait cette relecture du Coran et une hiérarchisation des normes d'une autre manière qui amène l'égalité à être la norme fondamentale. Mais ça veut aussi dire, là, les revendications des féministes islamiques, c'est que les femmes puissent être imams, puissent jouer des rôles importants dans les communautés religieuses, qu'elles aient vraiment accès aux mêmes, qu'elles aient les mêmes compétences. Des revendications extraordinaires. Hein. Mais vous connaissez un peu la situation de la communauté musulmane, elle est quand même un peu une communauté un peu conservatrice. Est-ce que vous pensez que ce genre de revendication peut avoir des échos favorables au sein de la communauté? Par les femmes que ça peut venir. De toute façon, c'est les femmes qui vont se mobiliser. Mais au sein de la communauté de manière générale, est-ce que vous pensez qu'ils entendent positivement ce genre de revendication? Justement, ce qu'elles m'ont raconté, elles, c'est que non, ça a été pris comme ça a été assez choquant beaucoup pour les femmes aussi. C'est ça qui est d'autant plus difficile. C'est que c'est pas seulement les hommes qui résistent, mais aussi les femmes. Mais par contre, elles ont du coup essayé de déployer d'autres stratégies. Donc, soit en diffusant des idées, en sortant du terrain, mais en étant plus dans la diffusion des idées, l'organisation d'événements autour de ça pour faire connaître ces idées-là, soit, par exemple, en travaillant sur des problématiques plus précises. Donc,
accès à l'enseignement, comment faire lutter contre les discriminations, visibiliser ces discriminations. Vous donnez des exemples sur la pratique de la religion. Il y a des femmes qui veulent devenir imam, etc. Ouais. Prier à côté des hommes. Ou prier à côté des hommes, mais ce ne sont pas pour certains des préoccupations essentielles, fondamentales pour la vie quotidienne des femmes. Les femmes veulent autre chose, veulent l'égalité des salaires, veulent le même travail, je sais pas, veulent une émancipation sociale, etc. Est-ce que vous ne mettez pas certaines revendications sur des... Vous pensez qu'il y en a qui sont prioritaires et secondaires? Exactement, par rapport à d'autres. En fait, pour elles sont complémentaires parce qu'en fait, leur lutte, elle est à la fois pour promouvoir dans leur communauté l'égalité, mais aussi à l'extérieur, montrer que l'islam n'est pas fondamentalement patriarcal. Et en fait, en promouvant l'égalité, elles veulent aussi quelque part promouvoir l'islam, ou en tout cas participer à briser ce stigmate. Et donc, en fait, pour elles, en travaillant dans les communautés, c'est aussi montrer à l'extérieur qu'en tant que femmes musulmanes, elles ne sont pas forcément soumises, elles ne sont pas non plus des islamistes. Elles peuvent travailler avec un foulard, etc. À vous entendre, on peut penser que la femme est soumise au sein de la communauté de manière générale et qu'elle est opprimée, non? Non, mais il y a clairement des sources, il y a clairement une manière de lire les sources et d'en dégager des normes qui tendent à asseoir les femmes dans des positions inférieures. Maintenant, elles ne l'acceptent pas forcément, et ces femmes-là... Alors, la question, comment se comportent les femmes musulmanes au sein de la société belge? Alors, il n'y a pas une femme musulmane dans la société. Les femmes, de manière générale, est-ce qu'elles sont soumises? Parce qu'on vous entend, moi je connais des exemples de femmes qui travaillent, qui sont émancipées, qui vivent seules, je ne sais pas, qui dirigent des entreprises, qui sont indépendantes, qui sont médecins, voilà. Et que ça ne pose aucun problème de vivre leur vie dans cette société occidentale et même au sein de leur communauté musulmane. Moi, je ne dis pas du tout qu'elles sont soumises, vraiment pas. Par contre, ce que je dis, c'est que ce qu'elles m'ont dit, c'est vraiment parce que je rapporte ce qu'elles disent, c'est qu'elles ont elles ont rencontré énormément d'obstacles dans leur parcours et que ces obstacles, ils viennent soit de l'intérieur de la communauté où elles doivent lutter contre des rapports de force avec les hommes qui ne les laisseraient pas autant s'émanciper qu'elles le voudraient, et donc elles luttent avec des arguments religieux. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait la religion devient une arme pour elles pour s'émanciper, et elles le disent, et en même temps vers l'extérieur, eh bien elles rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'on les voit, on les met dans une boîte de femmes musulmanes soumises, et donc elles veulent Pourquoi casser on les voit? ça. Vous avez dit on les voit. Est-ce qu'ils portent je sais pas, une caractéristique spécifique liée à l'image peut-être qu'on voudrait avoir de la femme musulmane? Ce qu'il faut savoir, c'est que les premières fois qu'elles ressentent ces assignations identitaires, elles ne sont pas, par exemple, voilées. Donc, ce n'est pas du tout qu'elles montrent quelque chose, mais qu'on voit à travers elles le signe d'être étrangère, de venir d'ailleurs et d'amener quelque chose. Par contre, ensuite, suite à ça, elles vont s'engager d'autant plus dans l'islam parce qu'elles trouvent ça injuste et qu'elles veulent montrer que l'islam, c'est pas ça. Donc, en fait, moi, ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que ce sont des femmes qui sont fondamentalement belges et citoyennes et s'inscrivent dans le cadre des droits de l'homme, de la citoyenneté, etc. Mais parce qu'on les assigne à une place, eh bien, elles vont revendiquer leur religion comme étant complètement compatible avec ce qu'elles veulent vivre. Et alors, cette société. Justement, est-ce que ces femmes... Elles sont tiraillées, quoi. Est-ce que ces femmes que vous avez rencontrées, dont vous parlez dans votre livre, sont vraiment représentatives de la femme musulmane en Belgique? Pas du tout. Quels sont les critères que vous avez utilisés pour choisir ces femmes? Tout à fait. Moi, j'ai cherché des militantes. Moi, j'ai cherché des femmes qui voulaient changer la société, qui avaient quelque chose à dire dessus et qui avaient une volonté de la changer. Donc, je voulais comprendre comment leur parcours, à travers leur famille, leur milieu, leur communauté, leur quartier, etc., mais aussi l'école, les socialisations secondaires et le travail, etc., les ont amenées à être militantes et ce qu'elles avaient à dire. Et en fait, j'ai trouvé des profils différents. Il n'y a pas un seul féminisme musulman, il y en a plusieurs. Mais ce qu'elles ont en commun, pour la plupart, c'est qu'elles sont issues de l'immigration du Maghreb. Il y a aussi une convertie dans le panel. J'ai pas d'issue de l'immigration turque, malheureusement. Donc, c'est pas du tout un panel complet, c'est pas un panel représentatif. Par contre, on peut voir à travers ces récits de vie, c'est ça l'intérêt, c'est vraiment de voir comment est-ce que les choses ont évolué dans leur construction identitaire, comment est-ce qu'elles luttent contre plusieurs types d'oppression, et donc elles ont des stratégies diversifiées, et pour elles, c'est indémêlable, quoi, la religiosité et les droits des femmes. Alors, la communauté musulmane... Vous savez, elle est constituée de plusieurs individus. Et voilà, c'est les communautés musulmanes, les musulmans, les courants musulmans. Absolument. Tourner au texte pour redégager des textes à nouveau sens, il y a quand même quelque chose d'assez littéraliste, mais pas... on est quand même clairement dans une idée de réforme de l'islam. Réforme depuis l'intérieur. Mais ce sont des femmes engagées quand même. Ce sont des femmes engagées. C'est des femmes quoi, frères musulmanes? Sunnites, non, elles font partie d'aucun mouvement en particulier, bien que, évidemment, à travers leur parcours, elles ont pu
fréquenter des groupes où elles sont influencées, par exemple, pas mal par l'idée de réforme de l'islam qui est apportée par Tariq Ramadan et de citoyenneté religieuse active. Ça, oui, il y en a quelques-unes. C'est un peu le courant frères musulmans de manière générale. Ou en tout cas dans la marge de, pas organisationnellement faisant partie des frères musulmans, mais pour une partie des femmes. Certains ne veulent pas se montrer comme étant organisés, mais on ne porte pas de jugement. On essaie de comprendre. Mais pas tous. Parce qu'il y a des courants plus actifs que d'autres. Le courant frères musulmans est plus actif ici en Belgique, en Occident de manière générale. Il y a le courant salafiste aussi. Tout à fait. Mais pas alors, tous. quel regard porte par exemple le courant salafiste ou des courants fondamentalistes sur ce militantisme musulman? Bon, alors, en fait, justement, c'est pour ça qu'elles sont pas très bien vues ni de l'intérieur ni de l'extérieur. C'est qu'elles sont clairement vues comme essayant de mélanger un concept occidental, pas pur et extérieur à la tradition islamique, qui est le féminisme, avec les sources sacrées, etc. Donc, elles sont vraiment en train d'essayer de faire un mélange qui, d'un côté et de l'autre, menace cette pureté qu'on imagine, soit, comme vous disiez, du féminisme universaliste au début, soit de l'islam, comment dire ça, qui ne serait pas pénétré par d'autres influences ou d'autres idées, ou qui ne pourrait pas se réformer au vu du contexte. Elles, ce qu'elles veulent dire, c'est le contexte a changé. Nous, on veut rester dans la tradition islamique, mais en faisant évoluer à l'intérieur nos places en tant que femmes. Mais ça reste une réforme à l'intérieur du cadre. Pourquoi elles ne revendiquent pas, je ne sais pas, comme on vient de parler de ce féminisme universel, de ces droits universels, pourquoi elles ne revendiquent simplement juste la citoyenneté pour peut-être... Par exemple, enlever le foulard, alors elles ne sont pas vraiment émancipées. Tant qu'elles ne se comportent pas... En fait, elles ne veulent pas se conformer à un modèle de femme. Elles veulent pas... C'est pas ça leur objectif. C'est vraiment de définir elles-mêmes ce que c'est l'émancipation. Et c'est pour ça que moi, ce que je dis dans le livre, c'est qu'elle propose un nouveau projet de féminisme musulman dont le cœur, c'est l'autonomie. Elle voudrait que les féministes acceptent, les féministes donc dites historiques, acceptent une pluralisation du féminisme, acceptent que leur émancipation, elles la définissent autrement, mais qu'elles luttent ensemble pour le libre choix, le libre arbitre, qui est le point commun absolu. Maintenant, ce qui est vrai aussi, et c'est une des ambiguïtés, une des limites, parce que je pointe quand même quelques limites dans le livre, pour s'appuyer sur ce raisonnement et ces revendications-là, et en même temps, elle crée une frontière... Portée sur ça. Bon, moi, je n'ai pas de jugement à porter. Justement, est-ce qu'elle fait partie de ce panel de femmes musulmanes engagées, féministes? Si elle est engagée dans des associations pour les droits des femmes, parce que donc, les types d'associations, c'est vraiment contre l'exclusion. Et si elle est engagée pour le droit des femmes à porter la burqa dans des lieux publics? Alors, est-ce que vous pensez que c'est compatible avec la vie en société occidentale et avec l'idée de l'émancipation qu'on a de la femme? Alors, est-ce que c'est compatible? Moi, je pense que oui, de toute façon. Ça, c'est clair. C'est les individus qui fabriquent leurs référents, leur identité. C'est pas moi qui... Vous défendez le port de la burqa sur les lieux publics. Non, mais voilà, c'est vous qui me mettez dans « je défends » ou « je compte interdire ». Vous mettez déjà les termes du débat. Par contre, pas de jugement. Non, mais c'est ça. C'est soit on est pour, soit on est contre. Alors qu'on peut essayer de comprendre. Non, mais je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, ces femmes expliquent que quand elles vont aller dans des réunions avec d'autres féministes concernant tel ou tel sujet, typiquement l'exclusion des filles de l'école parce qu'elles portent un foulard, ou d'autres sujets, des femmes vont refuser de leur serrer la main parce qu'elles considèrent qu'elles sont islamistes. Elles vont pas considérer qu'elles peuvent avoir des points communs et qu'elles peuvent trouver des alliances. Ça, c'est le type de catégorisation contre lesquelles elles luttent dans les milieux féministes. Et donc, c'est pour ça que, concrètement, elles vont lutter pour être à un pied d'égalité, pour qu'on arrête d'être paternaliste ou maternaliste envers elles et qu'on arrête de parler d'elles à leur place. Est-ce qu'elles comprennent... Vous voyez? Oui, je vois très bien. Okay. C'est les téléspectateurs, les téléspectateurs et téléspectatrices qui vont juger. Oui. Est-ce que ces femmes, comprennent l'attitude de la société dans laquelle elles vivent par rapport à certains de leurs comportements? Par exemple, quand cette société, de manière générale, refuse le port de la burqa, est-ce que ces femmes prennent ça de manière, je ne sais pas, positive? Est-ce qu'ils comprennent cette démarche? Mais justement, ou bien elles se sentent opprimées, discriminées? Alors, elles se sentent discriminées sur plusieurs points de vue. Par contre, je pense qu'elles ne rentrent pas... leur combat principal, ce n'est pas celui de la possibilité de porter la burqa, parce qu'elles ne se laissent pas... Elles ne tombent pas dans le piège de prendre l'agenda qu'on leur impose, quoi. Justement, elles très simplement, la lutte pour que les étudiantes dans les écoles secondaires et plus tard puissent porter le foulard sans être exclues de l'école. La lutte pour qu'on puisse donc afficher sa religiosité ou vivre sa religiosité pleinement dans son lieu de travail. Tout ça, c'est des revendications qui, pour elles, sont très importantes parce qu'il y a énormément de filles, de femmes qui sont diplômées, qui n'ont pas accès à l'emploi, qui est quand même une part très importante pour l'émancipation en tant que femme, parce que
à cause de leur religiosité affichée. Donc, elles aimeraient pouvoir vivre pleinement en tant que femmes, que citoyennes, que musulmanes. Elles aimeraient mélanger tout ça, mais bien sûr, elles ne vont pas... pour elles, c'est un droit fondamental, la religion, et donc et qui est garanti par les droits de l'homme et par la citoyenneté. Et donc, elles ne voient pas pourquoi est-ce qu'elles devraient faire liste universelle. Il n'y a pas de tort ou de raison. En fait, chaque femme, justement, selon son parcours, son émancipation, elle est liée à ses propres conditions de vie et sa propre trajectoire et les propres milieux qu'elle a fréquentés, etc. Donc pour moi, il y a autant de féminisme que de femmes, il y a autant d'émancipation que de femmes aussi. Maintenant, que de femmes et d'hommes. Hein. D'ailleurs, pour moi, le féminisme ne se résume pas juste aux femmes. Maintenant, il faut que de part et d'autre, on accepte la pluralité, mais qu'on arrive à se comprendre, parce que je pense aussi qu'elles aussi, enfin, les féministes musulmanes, en partie, elles ne voient pas pourquoi est-ce que la religiosité amène à un certain nombre de tensions dans l'espace public. Il y a un historique de ça et il faut pouvoir de tous les côtés en reparler. C'est pas un groupe qui doit imposer à un autre. Quoi. Vous qui les avez côtoyées, vous les avez sondées, est-ce que ces femmes comprennent que certains ici, dans notre société, pensent que ces femmes veulent adapter la société à leurs pratiques religieuses? Alors, ou à certains de leurs pratiques religieuses, pas toutes. Donc effectivement, elles aimeraient qu'on intègre plus facilement dans la société leurs pratiques religieuses. Alors elles aimeraient par exemple, dans le cas de la burqa, que la femme qui porte la burqa, qu'elle soit acceptée au boulot avec sa burqa, je ne sais pas, au guichet de la maison communale, qu'elle travaille pleinement comme les autres en portant la burqa. Donc pour elles, c'est normal. Donc la société doit accepter ce fait. Donc, encore une fois, vous revenez à la burqa. Moi, je reste au voile, parce qu'on en est encore juste simplement à ça. Donc, elles, par exemple, pour eux qui ne sont pas accessibles aux femmes qui montrent leur religiosité. Et ça, elles aimeraient que ça évolue. Est-ce qu'elles sont prêtes à faire des concessions pour vivre pleinement dans cette société? Mais je pense qu'elles, pour le moment... Ou bien c'est la société qui doit faire des concessions pour que ces filles ou ces femmes puissent vivre leur spiritualité? En fait, elles vivent déjà dans la société, mais elles sont exclues et marginalisées d'un certain nombre d'espaces. Tout simplement. Parce que c'est impossible d'être ceci et d'avoir un foulard, d'être cela et d'avoir un foulard. Donc, pour moi, elles sont dans la société, mais on les maintient dans les marges pour un certain nombre d'entre elles. Maintenant, ce que je crois, c'est que pour le moment, elles essayent simplement de parler. Et qu'on arrête de parler à leur place, mais de se réapproprier la parole. À qui? Parler à la société, en général, aux féministes, à l'intérieur de leur communauté, aux hommes. Elles essayent simplement de s'approprier cette parole. Après, quand on les écoutera et qu'on les invitera à parler, on verra comment est-ce que cette négociation se fera, parce qu'elle doit se faire. Et comme pour moi, ma position, c'est qu'aucun groupe ne doit imposer à l'autre. Donc ces femmes ne sont pas prêtes à faire des concessions quand il y a des lois qui empêchent le port du foulard dans l'administration publique, par exemple, ou à l'école. Elles ne sont pas prêtes de l'accepter. Pour elles, elles vont continuer à lutter contre ça parce qu'ils estiment que c'est une discrimination qui les vise. Tout à fait. Et pour le moment, il n'y a pas tellement de lois. Vous voyez, j'ai donné un exemple du foulard, je n'ai pas parlé de Voilà, exactement. On a réussi à la fin quand même. Non, mais c'est pour dire, c'est facile de prendre l'exemple le plus extrême et du coup, ça délégitime tout l'ensemble des autres positions, bien sûr. Ça existe. Mais tout à fait, oui. Alors, vous êtes Ralia Djelloul, je rappelle, sociologue et anthropologue. Voilà, socio-anthropologue. Vous êtes d'origine algérienne. Quel regard portez... Vous êtes algérienne. Quel regard portez-vous sur, je ne sais pas, la place actuelle de la femme algérienne dans la société algérienne, c'est-à-dire en Algérie? Oula. Après, on va faire le lien avec la femme musulmane ici en Occident. Ça va. Bon, alors moi, je dis, c'est pour voir si la femme algérienne et maghrébine de manière générale est plus émancipée, a plus de droits que la femme musulmane ici en Occident. Ou bien c'est l'inverse. Alors, non. Ou bien c'est la même chose. Bon. De nouveau, pour moi, l'émancipation, c'est quelque chose d'individuel. Et donc, effectivement, si on vient d'une classe sociale très aisée en Algérie et qu'on peut aller au-delà d'un certain nombre d'obstacles dans la société, on peut être beaucoup plus émancipé qu'une femme issue de l'immigration ici, qui vit dans un quartier populaire. Voilà, vous voyez, donc déjà, il n'y a pas que... Il n'y a pas que le fait d'être femme, il y a d'autres éléments. Maintenant, en Algérie, il y a un code de la famille qui est inspiré de la charia, qui stipule que les femmes ont un tuteur. Donc, de toute façon, je pense que là, dès qu'on a dit ça, on a compris le statut de la femme en Algérie. Il y a un moment où, non, les choses n'ont pas évolué. Depuis 62, depuis l'indépendance de l'Algérie, c'est une catastrophe. Enfin, pour moi, la situation des femmes en Algérie est catastrophique du point de vue légal. Même s'il y a eu des tout petits amendements faits au Code de la famille il y a quelques années, qui ont amené quelques changements, mais on n'est même pas au niveau de la Moudawana du Maroc. Quoi. Donc, alors, pour moi, non, en Algérie, c'est... Et encore moins de celle de la Tunisie. Ça, c'est moi. Hein, ouais. Exactement. Alors, finalement, une femme musulmane, elle a intérêt, elle a plus, je sais pas, plus de liberté, plus d'émancipation en Occident qu'en Algérie ou au Maghreb de manière générale.
Mais encore, elle a plus de possibilités théoriques, mais encore une fois, on n'est pas qu'une chose dans une société. On n'est pas que homme ou femme. C'est une chose très importante. On a des droits quand même. Oui, oui, oui. Mais donc, quand on compare ces droits avec les droits de la femme en Algérie, on voit qu'il y a une différence énorme. Alors, c'est vrai, il y a une différence énorme, mais encore une fois, c'est théorique. Et comme je vous l'ai dit, pourquoi est-ce que du coup, le fait de porter un foulard devrait vous empêcher d'accéder à l'emploi, vous devrez vous faire exclure de l'école, c'est pas normal non plus. Donc il y a un moment où si on doit pouvoir prendre en compte la pluralisation de la société, en négociant, c'est pas juste tout accepter ou pas. Enfin, vous voyez, en négociant, mais il faut pouvoir garantir ses droits. Et pour le moment, un certain nombre de ces droits ne sont pas garantis. Vous venez d'utiliser un terme très important, la négociation. Tout à fait. Ce qui est grave pour certains qui disent on n'a pas négocié les droits. Ici, en Belgique ou en Occident de manière générale, ce n'est pas aux nouveaux arrivants, aux derniers arrivés, qui vont nous imposer leurs lois. Ou ce n'est pas aux musulmans de faire en sorte que la société soit adaptée à leurs pratiques ou à leur spiritualité. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre de discours? Je pense que la société, elle évolue. La société, elle ne s'est pas figée au 19e ni au 20e, etc. Elle évolue et je pense qu'il y a un moment pour que les populations qui sont arrivées, qui sont deuxième, troisième génération, s'organisent, s'expriment, trouvent leur place aussi dans l'espace public. Il y a énormément de problèmes qui touchent spécifiquement les communautés issues de l'immigration, notamment au niveau socio-économique. Donc, la société, elle doit évoluer. Après, par contre, je pense vraiment que il n'y a pas un groupe qui est plus légitime que l'autre et qu'on ne peut pas imposer. Il faut qu'on arrive à négocier. Mais pour négocier, il faut déjà s'écouter, s'entendre, être prêt à faire un pas l'un vers l'autre. Et pour le moment, on est plutôt dans un système où l'un domine, une majorité domine une minorité, et donc la minorité aussi se radicalise puisque on n'accepte pas de rentrer en dialogue avec elle. Et pour moi, c'est une situation qui pourrit, quoi, et qui n'est pas positive. Comment voyez-vous, je sais pas, l'évolution de la femme musulmane ici en Belgique? Alors, mais elle n'existe pas, la femme musulmane. Mais si, vous venez de me parler des féministes musulmanes. Oui, bien sûr, il y a des femmes. Moi, je pense que tant que toutes ces femmes qui ont pu accéder, par exemple, à l'enseignement, qui ont pu profiter d'un certain nombre d'aspects que le contexte belge leur apporte, ne peuvent pas réellement en faire profiter la société en s'y intégrant, dans le sens en occupant un emploi, en travaillant, en étant reconnues et visibilisées. Je pense que c'est dommage parce qu'elles ne peuvent pas participer pleinement à la société. Donc je pense que dernière question, est bloquée. Quel regard porte la société sur ces féministes musulmanes? Eh bien, je parle de société organisée, je ne sais pas, des médias officiels, des politiques, par exemple. Moi, je pense que la femme, là pour le coup, c'est vraiment l'image de la femme musulmane est clairement instrumentalisée pour réveiller un certain nombre de peurs, de paniques sur justement l'islamisation par les femmes ou bien la figure de retour en arrière par rapport... En fait, on utilise le féminisme, pour le coup universel, pour montrer ça devient le décalage entre où en est la société par rapport aux droits des femmes et où sont ces populations, et on montre la distance que ces gens auraient encore à faire. Donc je pense que cette figure est clairement instrumentalisée pour stigmatiser et pas pour poser des questions intéressantes, intelligentes et qui amèneraient ces femmes-là à s'exprimer. Et pour l'instant, vous voyez qu'il n'y a pas de discussion, de concertation, de négociation entre ces féministes et la société dominante? Alors il y a quelques féministes historiques qui s'engagent avec des féministes musulmanes pour dire si nous on est solidaires de ces femmes-là, on est avec elles, mais elles sont minoritaires. Et donc, elles luttent vraiment dans les marches, quoi, et elles essayent de se faire entendre de différentes manières. Parcours de féministes musulmanes belges, de l'engagement dans l'islam aux droits des femmes. C'était le livre de Ralia Djelloul, socio-anthropologue de l'Université catholique de Louvain. Vous travaillez au CISMOC, le Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain. Je vous remercie. Merci à vous. Je vous souhaite bonne chance. Beaucoup. Et où est-ce qu'on sait se procurer ce livre? À Academia Brûlant ou sur Amazon, sur Internet, on peut l'acheter aussi. Merci. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.